Bonjour. Aujourd'hui, on explore un article vraiment percutant d'Aliou Jobari. C'est publié par HES, Handicap Entertainment Studios. Oui, une structure intéressante qui œuvre pour une meilleure représentation. Exactement. Et l'article, il pointe un paradoxe assez douloureux. D'un côté, on a tous les discours sur l'inclusion, l'égalité des chances. Et de l'autre, la réalité sur le terrain pour les personnes en situation de handicap, notamment pour accéder à des droits fondamentaux, logement, emploi et même le mariage. C'est ça. L'auteur parle d'un parcours du combattant. Alors, concrètement, quels obstacles l'article décrit ? L'article, il dépeint une situation où ces trois piliers de l'autonomie et de la dignité humaine sont vraiment compromis. C'est pas juste des difficultés passagères. Non. C'est de vrais mécanismes d'exclusion, parfois très ancrés dans nos structures et aussi dans les mentalités. Commençons par le logement, si vous voulez bien. L'article utilise une expression forte, l'architecture de l'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, c'est une image, mais très parlante. Ça désigne d'abord, et c'est le plus visible, le manque criant d'adaptation physique. Le classique. Oui, peu de rampes d'accès qui soient vraiment utilisables, des ascenseurs pas aux normes ou pas assez grands, des salles de bain pas pensées pour tout le monde. D'accord. Et l'article note un truc intéressant. Quand l'accessibilité existe, parfois elle est présentée comme un luxe. Un plus qui fait grimper les loyers. Ah oui, ça devient un argument de vente presque. Voilà. Et c'est peut-être plus insidieux, l'article met aussi en lumière l'obstacle humain. Les préjugés des propriétaires, des bailleurs. C'est-à-dire ? Certains hésitent. Ils ont peur de problèmes, de complications, de charges supplémentaires. Ça révèle, comme le dit l'auteur, une méconnaissance, une perception où le besoin spécifique prend toute la place et masque la personne. Cette difficulté à être vue comme une personne avant tout, j'imagine qu'on la retrouve sur le marché du travail. L'article parle d'un plafond de verre. Absolument. C'est la même logique, transposée. Le texte est clair. La simple mention du handicap sur un CV, ça peut suffire. Pour être écarté. Oui, carrément. Même si les diplômes et les compétences sont là. Et en entretien, si on y arrive, le doute s'installe chez certains recruteurs. Le doute sur quoi ? La capacité, sur la capacité réelle, sur la productivité, la rentabilité, ou sur la complexité des aménagements nécessaires, qui sont souvent d'ailleurs bien moins compliqués qu'imaginés. On surestime les difficultés. Exactement. Et l'article suggère que derrière ça, il y a une difficulté de la société à penser la performance en dehors d'une norme très rigide. On oscille entre un regard un peu infantilisant ou alors une pitié. Qui n'a pas sa place dans un contexte pro. Voilà, jamais vraiment professionnel. Et les conséquences, elles sont lourdes. Taux de chômage très élevé, précarisation accrue, dépendance sociale. Et est-ce que c'est cette même racine, la méconnaissance, les préjugés, qui explique aussi les difficultés pour la vie affective, le mariage ? L'auteur dit que c'est peut-être l'exclusion la plus cruelle. Oui, c'est un point vraiment central de l'article. Il décrit des situations où le désir d'aimer, de construire une vie de couple, une famille, se heurte à un mur. Un mur extérieur. Oui, un refus qui ne vient pas de la personne elle-même, de son incapacité supposée à aimer, ce qui est absurde, mais d'un jugement extérieur. Des familles qui s'opposent. Oui. Oui, ou une société qui doute de la capacité d'une personne handicapée à être un bon conjoint, un bon parent, à assumer, comme ils disent. C'est terrible. C'est terrible. L'article y voit l'impact dévastateur des stéréotypes, de la peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça crée une solitude immense, alors que l'aspiration à aimer et être aimé, comme le rappelle le texte, elle est universelle, quoi. Bien sûr. Alors, si on met tout ça bout à bout, le logement, l'emploi, la vie affective, quel est le message final ? L'auteur, il appelle à quoi, au juste ? Pas juste à changer les lois, j'imagine. Non, exactement. Les lois, c'est la base, c'est nécessaire, mais l'article insiste, c'est insuffisant si le regard collectif ne change pas en profondeur. Un changement de mentalité. Oui, une vraie prise de conscience, mais qui doit se traduire en actes. Et ça concerne tout le monde, les institutions bien sûr, mais aussi les entreprises, les urbanistes, les architectes, les éducateurs, et même nous, dans nos familles, nos cercles amicaux. Il faut, dit l'auteur, arrêter de réduire le handicap à une faiblesse, à une contrainte. Il faut écouter vraiment les personnes concernées, leur donner leur juste place. Une société qui met à l'écart une partie de ses membres à cause de leurs différences, elle se prive de quelque chose. Voilà, elle s'appauvrit elle-même au final. C'est ça le message fort.
En résumé, donc cet article, il nous montre bien que malgré les beaux discours sur l'inclusion, accéder à un toit, un travail, une vie perso épanouie, ça reste un combat pour beaucoup trop de personnes en situation de handicap. C'est ça. Les barrières sont bien là, physiques, structurelles, mais aussi et peut-être surtout dans les têtes. Et l'article il conclut sur cette nécessité d'action concrète, d'aller au-delà de la simple prise de conscience qui est importante, mais pas suffisante. Oui. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion inspirée par l'auteur face à ces barrières très concrètes, logement, emploi, vie affective. Quelle petite action, même modeste, chacun pourrait envisager dans son propre environnement, pro, perso, associatif, pour aider à son échelle à faire tomber un bout de mur.